Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger, on attend votre chorégraphie. Je ne le fais qu'avec Claude. Ça commence très fort cette émission. Exceptionnel. Alors, contrairement à Cécile, Cécile veut qu'on soit concentré. contrairement à Cécile, je ne suis pas monté sur la chaise pour ne pas risquer d'abîmer le matériel de Sud Radio. Je ne suis pas montée sur la Avec chaise. vous, j'aurais gardé ma concentration. Bienvenue les amis, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix. Alors bah oui, bien sûr, c'est bientôt Noël, donc nous sommes festifs. Quoi Et que nous c'est la sommes dernière festifs. de l'année pour nous. Festifs toute l'année, c'est ça qui est bien avec nous, absolument. Et vous pouvez bien entendu nous écrire sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas, bien entendu, nous restons ouverts pendant toute cette période de fête de fin d'année. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe ? Ça va très bien. Vous êtes en forme ? Oh, vous savez qu'on a fait quand même plus de 4 mois d'émission ensemble. On a Dites-moi. commencé le 28 août. Vous vous êtes lavé les dents ? Oui. Vous en avez partout. Oui, c'est vrai. Je n'osais pas le dire. C'est ça, il y a du Il est dentifrice. propre. Ouais. Il se lave les dents. Déjà, il se lave les dents, donc c'est la preuve d'une c'est une bonne hygiène nouvelle. irréprochable. Il ne se lave que les dents. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, ce sera à 17h30. Le Conseil constitutionnel est donc saisi de la loi immigration votée cette semaine. Le gouvernement s'attend à ce que certaines mesures soient censurées, comme le durcissement du regroupement familial ou à l'accès aux aides sociales. Les sages sont censés dire oui sur une loi, si elle est conforme ou non à la Constitution, mais ils s'appuient souvent sur des grands principes vaguement inspirés par le texte, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que c'est au Conseil constitutionnel où les gens sont nommés et pas élus, et parfois sans aucune compétence juridique, contrairement à la Cour suprême aux États-Unis, de censurer des lois votées par des gens démocratiquement élus? Est-ce que pour vous c'est antidémocratique, ou est-ce que pour vous c'est le principe de la démocratie, pouvoir contre pouvoir? Est-ce le rôle du Conseil constitutionnel de légitimer une loi? Eh bien vous dites non à 80%. Pour en parler, Jean-Michel Ducomte sera avec nous, avocat, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Les vacances de Noël avancent, enfin en tout cas commencent ce soir. Vacances d'hiver, disent certains, pour éviter toute connotation religieuse au nom de la laïcité. Pour autant, avant la nativité chrétienne, des fêtes païennes célébraient déjà le solstice d'hiver. Et c'était avant notre ère, période de retrouvailles et de chaleur dans les saisons froides, devenue aujourd'hui un rendez-vous commercial selon une critique répandue. Alors parlons vrai, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont choqués qu'on puisse encore dire Joyeux Noël? Il y a désormais des marques, des entreprises où on ne peut plus souhaiter Joyeux Noël, mais juste bonne fête. Est-ce que pour vous, une crèche dans une mairie, ça vous choque? Mais par exemple, devant une mairie, sur l'espace public, ça ne vous choque pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Noël est une fête religieuse? Vous dites oui à 54%, une fête commerciale à 9%, une fête culturelle à 32% et rien à 5%. Et on en parlera avec notre expert Richard Fremder qui sera avec nous, historien et journaliste. On vous souhaite la bienvenue. C'est la dernière des vraies voix pour l'année 2023. Les vraies voix Sud Radio. Et bien sûr, Philippe Bilger pour nous accompagner, président de l'Institut de la Parole. Après d'avoir reçu des cadeaux tout de même aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous avez été comblé. Notamment de votre part, vous avez été très généreux, écoutez, ma chère Cécile. D'abord, vous m'avez offert un cadeau hier, donc voilà, et Philippe David aussi, et les équipes aussi, donc c'est normal qu'on vous fasse des cadeaux. Oui, très bien. Et mon cadeau, oui, mais... c'est moi. Voilà. Oui, c'est vrai. D'une Oui, valeur alors- inestimable. Et là, je peux vous dire que... Oui, mais vous le donnez pas totalement. Bah, tout de Qu'est-ce qui même, vous arrive, Philippe Bilger? Je sais pas. Non, mais je vous le Quand donne on comme a un une belle pulse. femme, on a le droit de le dire. Comme un pulse, après ce sera pas facile à reconstituer. Tom Conan est avec nous, auteur de Pollution, Bonsoir. publié chez Albin Michel. Bonsoir, on est ravis de finir cette saison avec vous, Mais Tom, pareil, ça va? je suis très content d'être là également. J'ai pas reçu de cadeau, mais je n'en ai pas donné non plus. Voilà, Donc, très bien, je Tom. suis pas, tout est dans la question et dans la réponse, voilà. voilà, c'est ça. René Chiche qui est avec nous, directeur de rédaction du groupe Entreprendre La Fond Presse. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver et je vais offrir un nouveau dentifrice à Philippe. Mais ça y est. Un dentifrice qui ne tâche pas. Oui, qui Oui. ne tâche pas. Vous dites ça parce que vous êtes très près, c'est un signal. Tout à fait. Ah oui, d'accord, ok. oui, Vous faites là, la- là, très Oh là bon. là. Mais là, ça Vous annonce savez, là, 2024. ouais, là. non, ouais, ça veut dire qu'il est temps de partir en vacances. Là. Faut y aller. Très c'est jolie loin. votre photo, René Chiche, avec votre gros cigare sur votre compte téléphonique. oui, Très joli. Je l'ai vu également, Ah oui, ouais.
magnifique. un peu provoque, ouais. Gros patron de presse, gros cigare. Bah ouais, mais toute Oui, il petite vaut tête. mieux arrêter là. Ah, mais j'ai rien dit. Parce que le reste serait un peu usurpé. Hein. Non. J'allais dire un gros tube de dentifrice pour Philippe. Oui, c'est ça. Allez, Voilà, c'est on y parti. va. 0826 300 300, vous nous laissez des messages. Le répondeur dans un instant. En attendant, on accueille Simon de Perpignan. Bonsoir Simon. Bonsoir, Philippe et Cécile. Comment ça va? Ainsi que à vos invités. Très bien, je vous remercie vous-même. Bah, très bien. Très On parle bien. de quoi dans un instant, mon cher Simon? Mon coup de gueule, c'est justement ce dont vous avez évoqué à l'instant, le fait qu'on puisse pas employer le terme de Noël, les crèches, les sapins, tout ce qui est très traditionnel en France et ailleurs, hein, puisque beaucoup de pays appliquent ce genre de tradition, et je trouve complètement ridicule et absurde que des gens puissent s'offusquer de ces choses-là. Ça n'a pas de raison, quoi. Au contraire, c'est complètement absurde. Eh ben, bougez pas, Simon. On en parle dans un instant. En attendant, on écoute le répondeur. C'est le répondeur qui est parti hyper vite, Oui. mais qui s'est pas arrêté. Qui est parti en Il s'est vacances. pas arrêté. Ça a failli Il est être parti en vacances. vacances. C'est parti chez quelqu'un d'autre, en fait. On y va. Bonjour, c'est Claude de Perpignan. Écoutez, c'est un coup de gueule. Franchement, j'en ai marre d'entendre toujours ramener les questions à l'idéologie du Rassemblement national. Les gens qui votent pour le Rassemblement national, j'en suis pas, mais les gens qui votent pour le Rassemblement national, c'est pas des idéologues. C'est parce que les problèmes dont parle le Rassemblement national, ils les vivent. Arrêtez de dire le pays, arrêtez de dire la majorité. Non, il n'y a pas de majorité. Il y a des régions, il y a des problèmes locaux. On le sait bien quand vous analysez les élections, qu'il y a une territorialisation des problèmes. Donc ne mélangez pas tout, là. Vous êtes en train de faire de raconter des bêtises. C'est énorme, terrible. Au revoir. Il a totalement raison, Claude. Je trouve Il que cache. l'une des faiblesses de ce pouvoir, c'est de donner l'impression qu'il est plus obsédé par la lutte contre le Rassemblement national que par la sauvegarde de la France. C'est vrai que cette phrase, il ne faut rien dire qui pourrait favoriser le Rassemblement national, ça fait 30 ans qu'on l'entend. En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier argument. C'est quand il y a vraiment plus aucun argument qu'on sort ça, parce qu'effectivement, on n'est pas capable d'attaquer le problème de fond. Alors que moi, je pense qu'il n'y a jamais aucun problème à prendre le contre-pied d'une idée, à supposer qu'on l'explique avec des termes, avec des idées claires, etc. Mais effectivement, ce que je trouve pénible, et les gens maintenant effectivement ont du mal à l'entendre, c'est le fait que ce soit un argument d'autorité. Voilà. Et donc effectivement, ça fait taire l'autre de ce simple fait. C'est un peu facile, c'est un peu léger. René Chiche. Oui, d'ailleurs, ça devient même quasiment obsessionnel dans le pouvoir actuel, cette façon de toujours faire référence au Rassemblement national. Mais en plus, c'est même un contre-effet, puisqu'en fait, moi, je crois que ça va servir le Rassemblement national. Ouais, ça les met plus que jamais au centre de la vie politique. Donc, je pense que c'est pas une très bonne stratégie que de parler ainsi. Et on retourne au standard, au 0826 300 300 avec Simon. Simon de Perpignan, est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que ça vous dérange que finalement les crèches soient interdites aujourd'hui? Mais absolument pas, au contraire, ça fait partie du décorum, de la tradition. Non. Vous êtes pour les crèches, on est d'accord? Ah oui, Ah oui, c'est ça. je suis 100% pour. D'accord. Je veux dire, vous m'avez posé la question, ça me dérange absolument pas. Ah d'accord, oui, d'accord, compris. Voilà. Et dans votre et à Perpignan, il y a une crèche ou pas? Il y a une crèche, oui, mais j'ai pas eu l'occasion encore de me transporter. Je crois savoir qu'il y en a une à la mairie, comme tous les ans, et ou approche de la mairie, parce que je sais qu'avec toutes les polémiques que cela peut occasionner, les élus sont de plus en plus vigilants pour éviter la polémique, quoi. Hein. D'autant plus ici, je vous apprends rien, c'est assez sensible au niveau de la mairie de Perpignan, quoi. Oui, absolument. Ouais. Tom Conan. Il me semble que ça devrait être réglé au niveau local. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que l'État, d'un point de vue national et vertical, devrait imposer le fait qu'on puisse le faire ou pas? C'est le principe du jacobinisme. Oui, non, mais bien sûr, mais sauf que le principe du jacobinisme, il est quand même en train de s'effondrer depuis quand même pas mal de décennies. Il y a quasiment aucun des problèmes auxquels la France fait aujourd'hui face qui ont été réglés par cette vision centraliste et jacobine de l'État, en effet, mais qui est pourtant ancrée dans sa tradition, je suis bien d'accord. Donc c'est des questions qui devraient être réglées au niveau local. Est-ce que dans telle ville, dans tel village, les gens sont OK pour faire ce type de manifestation ou pas? Surtout demander peut-être aux administrés. Oui. Exactement, c'est ça, aux habitants. Hein. Non, mais en plus, rapidement, cette polémique qui est pour moi ridicule sur les crèches, c'est une polémique qui est quand même
qui est quand même assez récente. Il y a 15-20 ans, on parlait pas de ça. On parlait pas de l'interdiction des crèches dans les municipalités, c'est quelque chose qui est arrivé à brûle-pourpoint. C'est un nouveau débat qui ne devrait pas avoir lieu en plus, parce que je ne vois pas. On va mettre ça tout le temps sur le plan de la laïcité, du respect de la laïcité, mais non, mais c'est dans un état. Il me semble justement que c'est parce que la laïcité aujourd'hui est quand même parfois considérée comme attaquée, etc., que justement ces débats se cristallisent et qu'on se demande s'il faudrait pas mettre plus de neutralité dans l'espace public. En fait, c'est ça la réflexion. Pour le coup, elle est authentique, la réflexion. On pourrait dire l'inverse, Tom, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a refusé d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution, que le laïcisme qui aurait dû s'apaiser est devenu de plus en plus virulent. Oui, et même il est peut-être devenu plus virulent, mais parce qu'il y avait aussi des attaques de la part effectivement de groupes minoritaires, certains religieux très ostensiblement, qui ultra minoritaires. Non, mais pardon, de la part de plusieurs religions, beaucoup de groupes encore aujourd'hui s'attaqua à la laïcité, évidemment. Si vous voulez parler d'islamisme. Et donc forcément, la laïcité devait être remise en avant. Allez, 0826 300 300. En tout cas, merci beaucoup Simon. Vous restez avec nous. Vous allez jouer contre nos vraies voix. Et le dernier qui l'a dit de l'année, ça va être un feu d'artifice. Il est bon. Bougez pas, Simon. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. Le président s'est-il un peu moqué du monde au sujet de Depardieu? C'est joliment dit. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dreaming of a white Christmas. Vous entendez le bel organe de Philippe Bilger? Arrêtez de parler d'organe. Le vôtre est magnifique. Hein. Et il parle. Et en plus, visiblement, il parle. Par rapport à vous, Caruso n'avait pas de voix. Hein. Allez, dans un instant, les 3 mots de lecture avec Félix Mathieu. Vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous et René Chiche aussi. Et vous, au 0826 300 300. Et direct, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et avec votre grande honnêteté intellectuelle, monsieur le procureur, vous voulez revenir sur vos propos, sur les propos d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu, parce qu'entre-temps, vous avez appris qu'il s'était parlé au téléphone. Oui, alors... 2 minutes de sérieux, c'est difficile pour certains, mais en effet, je n'avais pas été hostile aux propos d'Emmanuel Macron, qui, avec un certain courage, de mon point de vue, disait que en réalité, il détestait la chasse à l'homme et que il désavouait de manière très cinglante sa ministre de la Culture. Depuis, comme vous l'avez très bien dit, Philippe, on a appris que quelques jours auparavant, il s'était entretenu avec Gérard Depardieu, donc cette apparente spontanéité avait été téléguidée et qu'en réalité il y avait une connivence, et on vient d'apprendre également que contrairement à ce qu'on commençait à soupçonner, il n'y avait pas eu de fraude de la part de France 2, puisqu'un constat d'huissier a démontré qu'en réalité il n'y avait que cette petite fille lorsqu'il prononce ses propos. Donc Emmanuel Macron s'est gravement trompé, et peut-être les féministes vindicatives n'ont-elles pas tort lorsqu'elles lui reprochent de n'avoir pas parlé à un seul moment des soupçons contre Gérard Depardieu. Et c'est un peu dommage tout cela. Ouais, moi j'ai discuté de ce sujet hier à un dîner de famille. Il y a pas mal de femmes de différentes générations. Je leur ai demandé leur avis, parce que tout le monde aujourd'hui en a entendu parler de cette histoire. Et effectivement, certaines qui n'étaient pas spécialement des féministes très engagées ou très incisives étaient vraiment hallucinées par à la fois les propos de Macron, effectivement, qui n'ont pas fait référence à ce qui était choquant dans cette affaire, et puis par le comportement de Depardieu de manière plus générale. Après, on n'a pas tous les éléments, bien sûr, il est présumé innocent, etc. Mais tout de même,
il y a un peu de délicatesse au minimum dont il faut faire preuve pour parler de ce sujet-là. Il est quand même suffisamment grave, il y a beaucoup d'éléments. Donc la retenue, la délicatesse, le respect, ça me semble être quand même le minimum dans cette affaire. Et moi j'irais même plus loin, je pense qu'Emmanuel Macron n'aurait même pas dû s'exprimer ce soir-là sur cette affaire quand on l'a interrogé. Il aurait très bien pu dire, écoutez, je n'ai pas à m'exprimer sur ce sujet, c'est une affaire qui concerne certes une personnalité, mais je n'ai rien à dire là-dessus. Il a été beaucoup trop loin. Et en plus, dernière chose, j'approuve complètement ce que vient de dire Philippe, en plus on a aussi appris que finalement il était au courant, parce qu'en tant que grand maître de la Légion d'honneur, il était quand même au courant que la commission s'était déjà réunie. Donc en fait, il a un peu menti aussi à ce sujet. Mais là, je crois qu'il fait un peu fausse route. Je pense qu'il a fait une erreur quand même. Sur le point là, René, je suis pas sûr, dans la mesure où il semble qu'il a surtout reproché à la ministre de la Culture et au grand chancelier de la Légion d'honneur d'avoir mis en place un processus alors que c'est lui, le président, qui est le grand maître de tout ça. Oui, c'est vrai, et il n'était pas au courant. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont censure, gratuité et immigration. On ne peut plus dégainer tranquillement des 49.3 à l'appel. Elisabeth Borne reproche aux oppositions d'utiliser des motions de censure à chaque passage en force du gouvernement. Des transports en commun entièrement gratuits. Montpellier devient la première grande métropole de France et même d'Europe à franchir le pas. Et puis, oyez, une place offerte pour tout billet acheté ce week-end. Le musée de l'immigration de Paris profite de l'adoption tendue du projet de loi pour se lancer dans une surprenante opération publicitaire. Les vraies voix Sud Radio. Il y a vous qui voulez bloquer le pays et nous qui voulons agir pour les Français. Vous connaissez l'histoire du type qui éternue tout le temps et qu'en a marre qu'on lui dise à tes souhaits, ou bien celui qui traite tout le monde d'abruti et qui s'indigne qu'on lui réponde tout le temps toi-même, ou bien celle qui dégaine donc son 22e 49.3 mais qui en a marre des motions de censure qui vont avec. Elisabeth Borne a non seulement fait valider le budget de l'année prochaine hier soir, mais elle a aussi fait un petit bilan de l'année qui se termine à l'Assemblée nationale. Avec 31 motions de censure, soit plus d'un 5e des motions déposées sous la 5e République en 1 an et demi, qu'ont réussi les députés censeurs. Dénaturer le principe des motions de censure. Et aucun d'eux n'a donné l'once du début d'une explication sur la manière dont le gouvernement pouvait trouver une majorité sur un budget dans ces conditions. Pouvoir continuer à gouverner le pays, même en l'absence de majorité, c'est le sens même qu'ont donné les auteurs de la Constitution à l'article 49.3. C'est précisément ce que nous faisons. La première ministre qui, au passage, on le note, reconnaît qu'elle n'a pas de majorité. Philippe Bilger, c'est pas surréaliste ces propos? Non, mais comment dire, je suis tout le temps gêné par Elisabeth Borne, si j'ose dire. C'est que, à la fois, constitutionnellement, ce qu'elle vient de dire est exact, et pourtant, on a le sentiment d'une indécence républicaine. Il me faudrait du temps, mais je ne le prendrai pas, ma chère Cécile. René Chiche. Non, mais c'est-à-dire que la seule arme contre le 49.3, c'est la motion de censure. Donc, évidemment, on la dégaine. Tout le problème, c'est que c'est une majorité vraiment relative. Elle doit faire avec. Donc, pour faire voter quand même la chose la plus importante pour un État, c'est-à-dire son budget, si elle a cette arme auquel elle a droit, elle l'utilise. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, même si je sais que ça provoque des tonnes de critiques, mais si elle n'a pas le choix, c'est quand même important un budget de l'État. Elle a sans doute pas le choix. Elle a sans doute pas le choix, mais oui Philippe. Mais il y a quand même trop d'arrogance de la part du gouvernement d'une manière générale. C'est-à-dire que je comprends que la politique c'est une affaire de rapport de force et de stratégie, mais à un moment donné justement, elle le reconnaît très bien. Félix l'a bien dit qu'elle n'a pas de majorité, donc il y a une contradiction quand même dans la phrase entre le ton extrêmement impétueux qu'elle emploie et la réalité de la non-majorité qui se présente devant elle. C'est très étrange, c'est très troublant. Allez, le deuxième mot, Félix, gratuité. Montpellier devient la première grande métropole de France et d'Europe à proposer des transports en commun totalement gratuits. Les 500 000 habitants de la ville et des 31 communes alentours peuvent désormais voyager sans débourser 1 centime à bord des 5 lignes de tram et 36 lignes de bus. Conséquence, une hausse de la fréquentation attendue dans les transports de Montpellier. Et c'est là le bémol pour certains usagers. Des lignes sont déjà saturées et subissent des retards, déplore Yanis Ruel, membre du collectif des usagers de transport montpelliérain. Il craint que la gratuité n'arrange rien à la qualité de l'infrastructure. L'état du réseau aujourd'hui, on pense qu'il est quand même très fortement dégradé par rapport notamment à la période
avant Covid. Ce qu'on constate jusqu'à présent avec le commencement de la gratuité, le week-end, et ça c'est pas nous uniquement qui le disons, c'est la Cour des comptes régionale qui a pointé une dégradation de l'offre de transport justement pour compenser la gratuité. Alors, ce qui est important pour les usagers, c'est la qualité de service. Je pense qu'il y a peut-être une déconnexion de la part des élus qui ne se rendent pas forcément compte de ce que vivent les usagers au quotidien. Yanis Ruel du collectif des usagers des transports montpelliérains, joint par Mathilde Julien pour Sud Radio. Et troisième mot, immigration. Le musée de l'immigration offre des places gratuites pour, dit-il, contribuer à des débats apaisés. Une place gratuite pour tout billet acheté le week-end prochain. Le musée de l'immigration de Paris dit vouloir participer à des débats éclairé et apaisé 2 jours après l'adoption de cette loi controversée sur l'immigration. Et le communiqué est tout aussi salé, je vous le lis. Alors qu'a été votée cette semaine la 30e loi sur l'immigration depuis 1980, suscitant de légitimes débats et interrogations, il est précieux de savoir de quoi on parle et de rappeler que l'histoire de l'immigration est constitutive de l'histoire de France, écrit le musée situé dans le 12e arrondissement de Paris. C'est son communiqué. Pour des débats éclairés et apaisés lors des fêtes de fin d'année, nous souhaitons donc inviter chacune à connaître mieux cette histoire. Ce week-end, chaque visiteur va donc pouvoir recevoir un billet gratuit pour le musée à offrir à ses proches. Et voilà comment des débats tendus peuvent déboucher finalement sur une opération publicitaire. Pourquoi pas une idée de sortie pour Aurélien Rousseau, par exemple, l'ancien ministre de la Santé. Maintenant qu'il a démissionné, il paraît qu'il a un peu de temps libre. Merci beaucoup Félix. Mathieu. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu échanger avec nous. Et dans un instant, le grand débat du jour après l'adoption donc de ce projet de loi immigration, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel qui pourrait censurer certaines mesures portées par l'extrême droite. Philippe, est-ce le rôle finalement du Conseil constitutionnel de légitimer une loi? Oui, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Conseil constitutionnel, où les gens ne sont pas élus, est légitime pour censurer une loi? Est-ce que vous pensez que, après tout, ça devrait être le Parlement qui décide, ou vous pensez qu'il faut des garde-fous, le principe pouvoir contre pouvoir dans la démocratie? Est-ce le rôle du Conseil constitutionnel de légitimer une loi? Et vous dites non à 82%. Et notre invité pour en parler, Jean-Michel Duconte, avocat, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Institut d'études de politique de Toulouse. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Est-ce qu'il vous paraît choquant que des personnes non élues, finalement, puissent censurer des lois élues, de gens qui ont voté, en fait? Le Conseil constitutionnel ne censure pas au sens où on utilise habituellement le terme. Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi votée par le Parlement par rapport à la Constitution. Il y a une hiérarchie des normes qui existe et il faut bien que si le législateur s'est affranchi des obligations qui lui sont imposées par la Constitution ou par les textes qui constituent le bloc de constitutionnalité, qu'une autorité constituée, alors elle devrait être constituée de juristes, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas aujourd'hui, mais la réalité de son intervention ne me choque absolument pas, je considère même que c'est une véritable garantie démocratique. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus, les Vraies Voix Sud Radio, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. C'est Sinatra qui chante là. Absolument, ouais. Jingle Bells. Quelle belle voix. Ouais. C'est moi, au lever du lit en fait. Une voix grave pour une femme. Ouais. Absolument. Trop de club, je sais pas. Ça s'appelle Roger. Je suis non-binaire, monsieur, s'il vous plaît. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Et vous, au 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté à la majorité le projet de loi immigration-intégration qui devient donc une loi et qui sera transmise au Conseil constitutionnel. On voit bien qu'il y a une envie du président de la République que le Conseil constitutionnel se substitue au Parlement. On va interroger le Conseil constitutionnel. On a fait part de nos doutes. Il faut aller jusqu'au bout dans le sens où il faut attendre justement la décision du constitutionnel par rapport à la censure. Afin que les sages puissent statuer sur la conformité de tout ou partie de cette loi à notre Constitution.
Et donc le Conseil constitutionnel est saisi de la loi immigration votée cette semaine. Le gouvernement s'attend à ce que certaines mesures soient censurées, comme le durcissement du regroupement familial ou l'accès aux aides sociales. Les sages sont censés dire si cette loi est conforme ou non à la Constitution, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce que pour vous, c'est le rôle du Conseil constitutionnel de censurer des lois qui ont été votées, avec le soutien de 70% des Français, si on en croit un récent sondage? Est-ce que pour vous, c'est pas quand même choquant de voir le président de la République et même la première ministre qui font un recours devant le Conseil constitutionnel alors qu'ils sont les deux chefs de l'exécutif? Est-ce que pour vous, c'est pour la question, ça y est, est-ce le rôle du Conseil constitutionnel de légitimer une loi? Eh bien, vous dites non à 83%. Et Jean-Michel Duconte est avec nous, avocat, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, le rôle finalement de ce Conseil constitutionnel, légitimer ou non une loi? Je dirais qu'en général, le Conseil constitutionnel, j'ai bien conscience de l'ambiguïté du terme, a pour fonction de légitimer les dispositions légales qui viennent d'être votées par l'Assemblée nationale. Mais monsieur le professeur Duconte, lorsqu'il a répondu à votre question, a donné la version classique, traditionnelle et très pertinente d'un rapport normal entre le Conseil, le gouvernement et la présidence de la République. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous nous trouvions face à cette situation classique, puisqu'au contraire, de mon point de vue, on a vu, vous l'avez un peu rappelé Philippe, un gouvernement qui, après avoir partiellement approuvé la loi sur l'immigration, a décidé, avec une espèce de volupté enthousiaste, de saisir le Conseil constitutionnel en espérant l'annulation de certaines dispositions. Et on sait par ailleurs, et c'est important, que le président de la République s'est directement immiscé dans le fonctionnement de la CMP et finalement a eu un rôle déterminant dans la manière dont celle-ci a fonctionné. Donc il me semble que compte tenu de ces récents événements, la vision totalement classique donnée par monsieur le professeur est battue en brèche au profit d'une instrumentalisation purement politique, et le Conseil constitutionnel aura le choix évidemment entre y succomber ou résister. René Chiche. Oui, mais alors là, mon cher Philippe, vous parlez de ce cas précis, là, effectivement, ce qui est quand même assez absurde et qui a surpris beaucoup de monde. Effectivement, moi-même, j'ai été surpris qu'alors que la loi a été votée et a été mise en œuvre par le gouvernement, tout de suite après, on va au Conseil constitutionnel pour essayer de déposer des recours. Mais, attention, moi, si on voit d'un angle plus général, moi, je suis partisan d'une Cour suprême, entre guillemets, c'est pas le cas en France, c'est pas le nom, mais d'un Conseil constitutionnel qui effectivement n'est pas vraiment un contre-pouvoir, mais apporte quand même une certaine modération. On les appelle les sages d'ailleurs au Conseil constitutionnel, apporte une certaine modération par rapport à des débats parlementaires et politiques qui sont souvent très troublés, très agressifs, très anxiogènes. Ils apportent une modération, et je trouve que c'est bien que dans notre pays il y ait une institution comme ça. Et d'ailleurs, actuellement, depuis plusieurs années, il y a dans beaucoup d'autres pays les conseils constitutionnels, entre guillemets, ou les cours suprêmes qui sont pris en cible. Regardez aux États-Unis, très souvent, en Israël, juste avant les événements du 7 octobre, c'est à cause de ça, les événements. Donc moi, je trouve ça important qu'en France... Et dernière chose, dernier problème, effectivement, par contre, là, je suis d'accord avec ce que disait l'avocat. Mais Jean-Michel Duconte. Jean-Michel Duconte. C'est vrai que c'est, par contre, la constitution du Conseil constitutionnel qui, là, doit être... Exactement. Moi, je pense que c'est pas une garantie, comme disait monsieur le professeur, c'est pas une garantie à mes yeux qui est démocratique, c'est une garantie de l'état de droit. C'est pas exactement la même chose, puisque justement, plein d'épisodes de l'histoire, les plus terribles d'ailleurs, y compris au XXe siècle, ont montré que la démocratie pouvait justement accoucher des régimes autoritaires, des régimes liberticides et voire des régimes totalitaires à proprement parler. Donc en réalité, pour moi, c'est pas une garantie démocratique, puisqu'encore une fois, la démocratie peut aboutir aux pires abominations, en tout cas aux décisions qui amènent à certaines abominations. Je parle pas de la loi sur l'immigration spécifiquement, mais de manière beaucoup plus générale. Mais en
revanche, c'est une garantie de l'état de droit. Faut relire Raymond Aron, Hannah Arendt, toute la réflexion sur le lien entre justement démocratie et totalitarisme, démocratie et régime autoritaire, etc. Et dans le cas présent, c'est une garantie effectivement de s'ériger un peu au-dessus des débats ambiants et de redonner un petit peu d'amplitude philosophique à ces questions. Jean-Michel Ducomte, le Conseil constitutionnel, il fait avant tout du droit ou de la politique ? Il est censé faire du droit. Disons que la fonction du Conseil constitutionnel, c'est de faire respecter ce qu'on appelle en droit la hiérarchie des normes. La Constitution a une valeur juridique supérieure à la loi, et la loi doit bien évidemment être conforme ou compatible avec les principes, avec la Constitution et les principes constitutionnels. Reste que, dans sa composition, le Conseil constitutionnel n'est pas une vraie Cour constitutionnelle, puisque les 9 membres nommés le sont par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Donc, il remplit la fonction qui lui est dévolue par la Constitution, contrôler la conformité de la loi par rapport à la Constitution, mais on peut avoir un doute sur la formation des membres du Conseil constitutionnel. Je précise quand même que l'instruction des requêtes devant le Conseil constitutionnel est opérée par le voisin géographique du Conseil constitutionnel, qui est le Conseil d'État. Ce sont des maîtres des requêtes au Conseil d'État ou même des auditeurs parfois qui sont délégués auprès du Conseil constitutionnel afin de préparer le rapport préalable à la décision que va rendre le Conseil constitutionnel. Donc il y a, me semble-t-il, une garantie juridique minimale de la qualité des décisions qu'il peut être amené à rendre, mais sa composition pose problème incontestablement. Vous pensez que la composition pose problème ou pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Et justement, à ce numéro, c'est Simon qui est avec nous de Perpignan. Une réaction peut-être, Simon ? Ben oui, tout à fait, une réaction. Hein. La composition, bien sûr, est plus qu'inquiétante, parce qu'on sait qu'il les a nommés, hein, et d'autant plus on sait qu'il y a une ancienne ministre du gouvernement de M. Macron qui est dans ce Conseil constitutionnel. Jacqueline Gouraud. Voilà, tout à fait. Jacques Mézard aussi. Jacques Mézard aussi. Il était ministre aussi, Jacques Mézard. Absolument. Oui. Non, mais même Laurent Fabius, qui a négocié pour avoir cette place-là. Pas de Macron. Bon. Ah non, pas de Macron. Non, mais il a été quand même nommé par Macron. Donc il y a pas de doute à avoir. Concernant les doutes qu'on peut avoir sur la décision qui vont pouvoir prononcer, c'est sûr, et on sait très bien quelle sera la finalité. On en a pour exemple quand il y a eu l'intervention du Conseil constitutionnel concernant le référendum d'initiative populaire, on a vu le résultat, donc on sait très bien quel sera le résultat. Et puis cette instrumentalisation et cette précipitation annoncée ouvertement par le président de la République et son porte-parole laisse vraiment sous-entendre que de toute façon ils ont voulu faire plaisir aux gens et pour voir un peu leur réaction et voir leur positionnement. C'était sûrement un vote de test, et maintenant ils vont essayer de tout déconstruire comme ils ont tout fait partout. Je dirais un dernier exemple. Vous savez, quand vous donnez à manger à un chien une gamelle et vous la lui retirez alors qu'il est affamé, au moment où il va se précipiter pour manger, vous savez ce qu'il fait, il vous mord. Donc je crois qu'il va falloir quand même qu'il fasse attention. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Restez avec nous, Simon. Professeur, en fait, il y a un vrai problème de confiance finalement. Je pense qu'on ne peut pas poser le problème uniquement en termes de confiance. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, lorsqu'on l'analyse, dans 99% des cas, ne soulève aucune difficulté. Et je pense que dans l'affaire qui nous intéresse, le Conseil constitutionnel serait bien inspiré de faire une application rationnelle et constitutionnelle en quelque sorte des principes sur la base desquels il va être amené à juger de la constitutionnalité de la loi. Alors, moi, ce qui me dérange dans la question actuelle, c'est moins la composition du Conseil constitutionnel qui est ce qu'elle est, mais bon, je vous ai dit que l'instruction a été réalisée par des juristes, c'est les raisons qui ont déterminé le président de la République à saisir le Conseil constitutionnel. En réalité, il est assez rare que le président saisisse le Conseil constitutionnel d'une loi ordinaire votée par le Parlement. Je crois que c'est la 4e ou 5e fois que cette saisine est faite par le président de la République. Et chaque fois avant cette saisine que le président a saisi le Conseil constitutionnel, c'était sans a priori en quelque sorte, pour avoir l'assurance que ce que le Parlement avait voté était effectivement conforme à la Constitution. Dans les discours qui ont été tenus et par le chef de l'État et par la Première ministre, il y a l'idée que
au sein de la loi qui a été votée, il y a des dispositions inconstitutionnelles, ce que je suis assez conduit à penser. Il y a 4 ou 5 dispositions dont on peut considérer qu'elles interpellent le bloc de constitutionnalité. Philippe Bijard. Monsieur le professeur, j'ai bien compris que vous souhaitiez un changement de la composition du Conseil qui ne contient pas, qui n'enferme pas à l'heure actuelle une multitude de juristes, je dirais, totalement exemplaires. Mais quand vous dites que 90% des décisions du Conseil ne posent aucun problème juridique, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression tout de même qu'au fil des années, une forme de politisation subtile a gangrené certaines des décisions du Conseil, peut-être aussi à cause du regard très politisé que posent certains citoyens sur ces décisions, j'en ai bien conscience. Oui, mais c'est pas récent. Alors, à l'origine, le Conseil constitutionnel a été le bras séculier de l'exécutif. Pendant la période gaullienne, c'était le rôle qui était le sien. Ensuite, il y a eu l'élargissement de la saisine à 60 députés ou sénateurs. Mais lorsqu'on cite des décisions importantes, je pense notamment à celles relatives à la responsabilité pénale du chef de l'État, tout le monde savait pertinemment que la décision qui avait été rendue était une assez bonne manière que le président du Conseil constitutionnel de l'époque faisait au bénéfice du chef de l'État de l'époque. C'est la relation Roland Dumas, Jacques Chirac à l'époque. Donc il y a toujours des décisions qui ont une dimension politique, je pense, et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher au Conseil constitutionnel. Mais dans l'immense majorité des décisions, le droit est l'argument principal de la décision que rend le Conseil constitutionnel. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit monsieur le professeur, mais au-delà de ça, effectivement, je voudrais dire que en réalité, c'est pas une politisation, c'est plutôt même l'inverse, parce qu'effectivement, tant que Général de Gaulle était au pouvoir, en effet, comme l'a rappelé monsieur, le Conseil constitutionnel n'allait pas à l'encontre, effectivement, des lois qui étaient à l'initiative du gouvernement. Ensuite, on sait que de Gaulle quitte le pouvoir en 69, en 68, 69, sur un doute, et décède en 69, en tout cas, quelques mois après. Bon, excusez-moi pour les mois, mais vous avez compris. Soyez juste. La décision liberté d'association, qui est la décision fondatrice du Conseil constitutionnel, elle est prise en 71, donc 2 ans après. Effectivement, et c'est souvent interprété comme étant justement une date assez fatidique qui coïncide avec plus ou moins le départ justement du général de Gaulle. Donc il y avait plus cette espèce de crainte, on pourrait dire, du fait de l'importance considérable qu'avait le général de Gaulle dans le pays. Et depuis, justement, c'est pas une politisation, c'est l'inverse, c'est une sorte d'autonomisation par rapport au pouvoir. Parce que justement, le Conseil constitutionnel est en mesure de pouvoir prendre des décisions, et il y a plein de moments, ça a été le cas, qui sont contraires à ce que pouvait penser le gouvernement et sa majorité. René Chiche et ensuite Jean-Michel Duconte. Très bien. Justement, je voulais poser une question, monsieur, justement, parce qu'il y a toujours une suspicion entre le lien entre les membres du Conseil constitutionnel et ceux qui les nomment, c'est-à-dire le président de la République. Alors voilà. Alors, maître Duconte, j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce qu'il y aurait une autre solution pour nommer ses membres, et par qui? Et dernière chose, est-ce qu'on pourrait envisager une république sans Conseil constitutionnel? Alors, je répondrai d'abord à la deuxième partie de votre question. Je pense qu'on pourrait envisager une république sans Conseil constitutionnel, dans la mesure où la Ve République est le seul régime politique français depuis la Révolution qui ait mis en place une juridiction constitutionnelle, ou une institution de contrôle de la constitutionnalité des lois. En ce qui concerne la nomination, si on admet que le Conseil constitutionnel est au sommet de l'ordre juridictionnel français, si c'est l'autorité qui chapeaute le pouvoir judiciaire au sens de la séparation des pouvoirs, je pense qu'il faut adopter un système de désignation qui soit à peu près celui qu'on retrouve pour la désignation des magistrats. Donc, il ne serait pas aberrant que on mette en place en France. Alors, il y a 2 solutions. La première solution, ce serait de transformer l'une des hautes juridictions en juridiction constitutionnelle, mais il y aurait, je pense, à ce moment-là, une sorte de compétition entre la Cour de cassation et le Conseil d'État, où on pourrait admettre la réunification des ordres juridictionnels, ou enfin on pourrait considérer que ces 2 juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire et administratif soient chapeautées
par une juridiction paritaire entre les deux qui aurait cette fonction de juge constitutionnel. Oui, bien sûr. Mais je pense que dans tous les cas, le Conseil constitutionnel aurait dû être saisi, puisqu'il y a des doutes sur la constitutionnalité de certaines dispositions, en effet, et comme effectivement les députés ou sénateurs peuvent le saisir, ça aurait été saisi dans tous les cas. Merci. Il est saisi par les députés et sénateurs. Hein. Oui, il a été président. Oui, mais là, le président, la première ministre, il y a beaucoup de monde qui a saisi. Donc quel est le problème? Et parfois par Onéchiche, il essaye par Onéchiche parfois. Merci Jean-Michel Duconte, avocat, professeur de droit public et de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Toulouse. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Dans un instant, beaucoup. Le qui c'est qui l'a dit. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre de dire ce mot-là après l'intelligence de notre invité. C'est assez complexe dans mon esprit. Parce que là, après, Jean-Michel Duconte est avocat. Vu ce qu'ils se mettent, il pourrait y avoir 20 dépôts de plainte après 3 questions. C'est très compliqué. Là, les esprits, les cerveaux vont se dérailler totalement dans un instant. Les cerveaux? Les cerveaux, oui, c'est ça. Enfin, ce qu'on appelle un cerveau. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Petit papa Noël, quand tu je vous mets dans l'ambiance. Ah oui. Ben là, ça tombe bien par les petits papas aussi. Parce que là, vous n'allez pas vous faire de cadeaux. Pas du tout, c'est Josh Groban. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Quelle belle voix. Oui. Enfin, je peux écouter des chants de Noël, quoi. Moi qui l'étais en écoute, je suis obligée de fermer les fenêtres sinon les gens se moquent de moi. Enfin, là, je peux le faire librement. Voilà. En tout cas, avec nous, Simon de Perpignan. Simon, vous êtes prêt à jouer avec nous? Tout à fait. Et ben voilà, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et donc c'est Simon, la règle est claire. Vous répondez en premier. Si vous n'avez pas la réponse, et ben ce sont les autres qui s'y collent. Question, qui c'est qui l'a dit, cher Simon? Sur la saisine du Conseil constitutionnel pour la loi immigration, je cite: les 9 sages ont-ils vocation à jouer le rôle de lessiveuse des consciences? Qui a dit ça? Simon. Alors là, lessiveuse des consciences. Je pense que c'est quelqu'un de droite. Non. Mais... Ah non, c'est quelqu'un de gauche. Non, c'est un chef de parti. Faure. Bonne réponse de Simon, c'est Olivier Faure. Premier secrétaire du PS. Qui c'est qui l'a dit sur les élus qui ne veulent pas appliquer la loi immigration? Les laisserez-vous constituer des territoires en dehors de l'État, créer la République autonome de Seine-Saint-Denis, la principauté de Gironde ou encore le comté de Paris, au mépris des règles les plus fondamentales de notre République? Qu'est-ce qui joue bien? Simon. Qu'est-ce qui joue bien? Ciotti. Oui. Bonne réponse de Simon. Je préfère que Simon gagne. Comme ça, René perd. Ah ouais, là Simon, là, ça va pas, là. Et c'est tendu, là, la dernière de l'année. C'est un combat au sang, là. 2-0, là. Attention, Simon, on y va. Qui c'est qui l'a dit? Un président de la République ne peut pas accepter une loi dont il sait qu'elle est inconstitutionnelle. Oula. Un peu tout le monde. Un président ne devrait pas dire ça. Oui. Hollande. Non, mais attendez. Philippe Bilger. Attends, je n'attends pas. Ce n'est pas ça, c'est qu'il n'a pas répondu. Philippe Bilger avait un quart de seconde d'avance. Il n'a pas répondu. C'est pour ça que j'ai dit les vraies voix. Non, mais on pensait qu'il allait répondre, Simon. Non, j'ai dit les vraies René, voix. arrêtez de tricher, franchement. À l'approche de Noël. Écoutez. Excusez-moi, Benoît, montrez-nous la photo. Montrez-nous la photo. Non, mais il n'y a pas de photo. Philippe avait l'encolure sur la ligne d'arrivée. Écoutez, je vais saisir le Conseil constitutionnel. On va revoir le point. Qui c'est qui l'a dit? On sent qu'Emmanuel Macron est mal à l'aise face à la fermeté nécessaire à mettre en place concernant la question migratoire. C'est une femme, Simon. Oui. Marine Le Pen. Non. Une autre grande gueule. Mario Maréchal. Non, une grande gueule. Une grande gueule, il y en a plein. Non, Morano. Bonne réponse de René. Bon, le compte. Ah, peut-être je peux me lever, là. Yes. Ne faites pas le malin avant l'heure. Tout c'est ridicule. Allez, dernière question. Qui c'est qui l'a dit? On avait un président de la République qui était là pour faire barrage à l'extrême droite, nous disait-on, et qui à la place fait marchepied. C'est un député. Je sais. Non. Ruffin. Bonne réponse de René Chiche. Aïe. On a une question subsidiaire pour que je fasse. Allez, encore une petite dernière. Qui c'est qui l'a dit sur la loi à l'immigration? L'appel à la désobéissance civile de la CGT est inacceptable et incompréhensible. Simon, c'est un ministre. Un ministre? Ouais. Simon. Non. Non. Simon.
Thomas Cazenave. Non. Darmanin. Non. Darmanin. Le maire. Le maire. Non. Véran. Non. Non, on l'a déjà dit. Hein. Mais c'est bon, il dit, l'autre répète. Le ministre. Bon, bah, Langosha. Guérini. Cécile a fait ce qu'elle a pu. Eh ben, les deux vainqueurs sont donc Simon et René Chic. Ouais. Les deux vainqueurs. Bravo Simon. Mais c'est pas possible. Bravo Simon. Simon, je vous aime. Simon a été très bon. Et il n'a été pas excellent. triché. Non, c'est vrai. Contrairement à mon Simon, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Dans une petite dizaine de minutes, on parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? Hommage à une Brigitte Bardot un peu outrancière. Ah d'accord, ok. Avec vous, Tom? D'un prêtre qui démissionne à Lyon. Et avec vous, René Chiche? Ne pas oublier les otages de Gaza. Après toutes ces bonnes nouvelles, on va vous offrir une vraie bonne nouvelle. Puisque le grand sapin Sud Radio n'est pas fini, en tout cas il y a encore plein de cadeaux sous ce bel arbre. Vous allez pouvoir peut-être gagner votre séance photo professionnelle en famille avec le shootingbox.com. Votre bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com, ou encore de nombreux cadeaux qui sont encore sous le sapin, cachés. Il y en a des très gros, des petits, mais très chers surtout. 0826 300 300. On va demander aux plus jeunes de l'Assemblée de nous donner un chiffre entre 1 et 25. Philippe Bilger. 19. Elle est adorable. 19. Le 19e appel au standard. Et on croise les doigts pour vous. Vous restez avec nous. Et merci beaucoup de votre fidélité. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Si vous n'avez pas compris que ce sont, c'est bientôt Noël, que si vous avez oublié de mettre votre sapin, je pense que cette playlist peut vous rappeler à votre. C'est Cécile qui l'a fait d'ailleurs avec Ottilie et Félix. Voilà, on a fait, la magie de Noël. Jukebox. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. René Chiche est avec nous, Tom Conan, Philippe Bilger, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Qui affiche son trophée. Tout de suite, Bonjour Cécile. Le Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et Félix Mathieu qui est avec nous de retour. Un voile noir sur Marianne pour symboliser le deuil après l'adoption de la loi immigration. Beaucoup semblent sceptiques quant à ce geste du maire de Bègles en Gironde. Oui, sur des images partagées sur les réseaux sociaux, le maire écologiste de Bègles, Clément Rossignol-Puech, drape de noir l'allégorie républicaine Marianne. Il la recouvre d'un lourd tissu. Les valeurs de la République endeuillées, écrit-il. La Marianne de l'hôtel de ville de Bègles restera couverte jusqu'à la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. La ville de Bègles restera une ville d'accueil. Je refuse la préférence nationale. Voilà ce qu'écrit l'élu écologiste. Sauf que, il faut croire que le geste symbolique n'a pas été interprété de la même façon pour tout le monde. L'idée de mettre une burqa sur un buste de Marianne pour protester contre la loi immigration, c'est quand même le pire but contre son camp possible. À ce stade, c'est du génie. Ça, c'est le commentaire. Le commentaire, par exemple, de Paul Sugy du Figaro. Dans le même ordre d'idée, on a aussi Joseph Massescaron qui renchérit. Voiler Marianne, c'est bizarre. Je croyais que l'expression religieuse était bannie des mairies. #crèche. Voilà, la vidéo du maire de Bègles a déjà fait en tout cas quasiment 987 000 vues, rien que sur Twitter, et provoqué d'ailleurs 23 000 tweets de ce genre. C'est pas un peu ridicule, Philippe Bilger? Totalement ridicule, d'autant plus que c'est précisément la loi immigration a été votée à cause d'élus de cet acabit. Tom. Non, ce genre de happening, j'y suis pas vraiment très sensible. Le fond du droit m'intéresse beaucoup plus. Ça revient au débat qu'on avait tout à l'heure. Je pense que les politiques, ils devraient quand même vraiment jouer pleinement leur rôle de politique, donc affirmer vraiment qu'est-ce qui leur va pas dans cette loi. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Et arrêter de faire des blagues pourries, peut-être. Ouais, Moi, je suis franchement un peu désespéré par ce spectacle. Et l'outrance à ce point-là, l'excès, là, franchement, je ne vois pas. En plus, je trouve qu'il n'y a aucun discours politique. Exactement, là, c'est trop. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et moi, il y a une chose qui ne buzz pas, et je ne comprends pas qu'elle ne buzz pas plus, et ce coup de gueule s'imposait pour la dernière de l'année des vraies voix. Ah, je sais moi je sais. C'est Béranger. Bonne réponse de Béranger. Mais non, c'est Béranger qui l'a dit. Il est trop Béranger. Il est fort, Béranger. Mais il est trop bon. Ce coup de gueule concerne les comportements des vraies voix durant les qui c'est qui qu'il a dit, avec des commentaires inspirés
du président de la République. On commence par Philippe Bilger, qui n'a pas oublié son métier d'avocat général et qui se transforme en Fouquier-Tinville chaque soir en accusant votre serviteur de tricherie. Si vous ajoutez à cela ces plaisanteries de garçon de bain, ça commence pas bien. Continuons avec le duo composé de Françoise Degois et d'Elisabeth Lévy, d'accord sur rien, mais prête à tout pour remporter le qui c'est qui l'a dit, au point que Françoise se dirait de droite et Elisabeth de gauche pour gratter un malheureux point synonyme de victoire en faisant des sauts de cabri. Continuons avec le duo Olivier d'Artigol-Sébastien Ménard qui comptent leurs victoires de rang comme un vulgaire Roger Federer à Wimbledon. Des victoires qui sont de la poudre de perlimpinpin comparée au gazon londonien, mais les deux étant originaires des Pyrénées-Atlantiques, on peut dire qu'ils garburent bien. Comme nous avons passé les mystiches, il faut parler du duo du jour. Tom Conan et René Chiche qui jouent aux garçons bien élevés avant le début du jeu, mais dont on pense qu'il va falloir ripolliner la façade à la fin de celui-ci, tant ils se sont dévoyés pendant. On attend Jean-Michel Fauvert qui te mette les menottes à tout ce petit monde qui crée des galimatias chaque jour à la fin de la première heure des vraies voix. Heureusement, Cécile de Ménibus est là. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo. 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 Excellent. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce diplôme qu'on vient de vous donner, Oui, René Chiche, que vous avez entre les mains, qu'on voit sur nos images, si vous avez notre chaîne YouTube. Non, vous êtes filmé par là. Vous pouvez le mettre sur vos CV, ça vous fera un diplôme. Oui. Allez, voilà. Termine bien la vie. Vous pourriez demander à ce monsieur de le déchirer. Il y en a assez de voir ça. Et excusez-moi, on a Tom Conan qui a fait HEC sur un CV major de HEC. Ça quand même joue beaucoup moins pour un recruteur que à gagner un qui c'est qui l'a dit. Oui, et en trichant. Non, et il faut rajouter et en trichant, parce que sinon ça n'a aucun sens. Il termine aux vraies voix. Alors franchement, on s'en passerait. Écoutez, mais moi, en revanche, je savais pas que qui c'est qui l'a dit s'écrivait avec autant de K. Oui, mais c'est ça. C'est logique parce que ceux qui y jouent sont tous des K. Pour info, il est autorisé au Scrabble, sauf qu'il n'y a pas assez de K. Il n'y a pas assez de K. Et je vous rappelle que grâce aux vraies voix, beaucoup ont relancé leur carrière. Je dis ça, je dis rien. Je compte bien relancer. Je ne me sens pas dans cette relancer la balle. Regardez mon regard. Regardez mon regard. C'est assez angoissant. Suivez. Félix Mathieu, merci beaucoup pour cette demi-saison avec vous 2023 qu'on a adoré. Un plaisir quotidien. On vous retrouve en juin, n'importe quoi, en janvier. Ouais, on fait comme ça. Vous allez faire une psychanalyse parce que fréquenter les vraies voix tout le temps, c'est un peu perturbant. Il faut, après ça, il faut rester dans le droit chemin. Il faut essayer de se recentrer sur soi, prendre un peu de repos de temps en temps, mais on va s'y atteler. Et se mettre au vert. Il est intelligent. On dirait Jean Dorio. Mais il est intelligent. Mais vous en doutez. Non mais vous savez ce qu'on va faire. Vous êtes humiliant. On va vous montrer les vidéos de Félix Mathieu. On va vous montrer les vidéos de Félix Mathieu hors antenne et peut-être que vous changerez d'avis. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ignore de quoi vous parlez. Les dossiers. Nous pas. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent dans cette émission. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? Brigitte Bardot, un tantinet outrancière. Bien. Tom Conan. Un prêtre qui va devenir papa. Ah, magnifique. Avec vous. Et ça le fait rire. René Chiche. Comment gagner? Qui c'est qui l'a dit? Non, je plaisante. Non. Ne pas oublier les otages de Gaza. Maintenant. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Noël, c'est l'amour. Ah, c'est beau, dis donc. Viens chanter, toi, mon frère. Serait-ce Tino Rossi? On salue nos auditeurs corses d'ailleurs, puisque Tino Rossi était corse. Ouais. Il avait une voix extraordinaire. Il jouait très mal, mais quelle voix il avait. C'est vrai. Très mauvais acteur. Absolument. Voilà, un petit moment. En tout cas, on pense bien à vous pour ces fêtes de fin d'année. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu as regardé les actualités régionales? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous êtes fan de Brigitte Bardot?
Oui, j'étais fan de la grande beauté qu'elle avait. Je suis enthousiaste de cette femme qui a 86-87 ans et qui garde un parler vrai. Elle serait formidable aux vraies voix. Elle aurait quelques altercations peut-être avec Françoise Degois. Mais comment dire, elle est l'interview, l'entretien très long qu'elle a donné à Valeurs Actuelles, par certains côtés, bien sûr, est outrancier. Il y a un pessimisme global dévastateur, mais partiellement, elle a raison sur beaucoup de sujets. Je n'aime pas la manière dont elle traite le pape, puisqu'elle le qualifie du terme de branquignol, ce qui me gêne. Mais par ailleurs, je lui pardonne tout, parce que dans un monde artistique qui est structurellement de gauche, son audace intellectuelle, son franc-parler étonnent et me ravissent. Alors, juste une chose, si je pouvais lui donner un conseil, j'espère tellement, si elle pouvait écouter les vraies voix, eh bien, en dehors des animaux, il y a tout de même encore des belles perspectives dans la vie, et il y a quelques humains qui valent la peine d'être écoutés et salués. Donc, à l'entendre, c'est plus le cas. Et Dieu créa Brigitte Bardot. Si elle nous écoute, 0826 300 300. On le fait en cœur. C'est possible qu'elle nous écoute. Mais non, mais moi j'ai regardé quelques films de Brigitte Bardot. Effectivement, c'est très frappant. C'est quand même une icône incroyable. Mais je comprends pas en revanche. Qu'est-ce que tu disais, l'esprit d'innovation intellectuelle, le courage intellectuel. Quel est vraiment l'audace? Il en faut. Mais, non, mais je trouve que Brigitte Bardot dans le milieu artistique, c'est un ovni. Oui, mais elle a pas un propos intellectuel. Elle a des opinions politiques. C'est pas quasiment la même chose. Mais Tom, j'ai tout requalifié vos opinions d'intellectuel. Et donc, elle-même, je qualifie ses opinions d'intellectuel. Et donc, quelle est la dimension... Y aurait-il comme un zeste de mépris à l'égard d'une femme? Mais c'est pas sa prétention. Elle n'a pas une prétention d'avoir une... Nous ne l'avons pas et pourtant nous y parvenons. Je suis pas sûr qu'on y parvienne. Ouais, non, mais moi, j'approuve totalement Merci, mon cher votre chronique, cher Philippe, parce qu'en plus... en fait, elle est en totale cohérence avec ce qu'elle a été. Parce que Brigitte Bardot a été une femme qui a toujours finalement incarné la liberté. La liberté sexuelle, totalement. La liberté d'expression, la liberté professionnelle même. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, bien sûr, il y a certaines choses avec lesquelles on ne peut pas être d'accord parfois. Tout va mal. Mais elle est cohérente avec ce qu'elle a été. C'est une femme libre, d'une femme qui a 87-88 ans, et elle reste libre. Et c'est vrai que ça détonne dans le milieu un petit peu aujourd'hui. Mais après, encore une fois, elle a parfaitement le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle veut, c'est pas du tout le problème. Mais je vois pas quelle est la portée, encore une fois, intellectuelle, quel est l'enseignement que ça peut nous donner, en dehors du fait que le monde, que tout fout le camp, comme ce que dit par exemple Alain Delon, quoi. Finalement, il y a eu des propos, j'ai vu sur tout fout le camp, voilà, le monde est terrible, c'était beaucoup mieux avant. Qu'est-ce que mais ça Tom, peut nous faire? c'est une conséquence fondamentale pour Alain Delon et Brigitte Bardot de la même manière, c'est que je peux dire que je suis d'accord avec eux. Tu as parfaitement le droit de le penser, bien sûr, et de le dire. Mais encore une fois, quel est le message pour les gens, même pour les plus jeunes générations, ceux qui ont un peu de chemin à parcourir devant eux, qui ont des choses à affronter aussi, à créer, etc. Ça c'est un peu décourageant quand même, parce que si vraiment on écoute ces propos-là, on n'a plus qu'à se flinguer. C'est ce que j'appelais un pessimisme global dévastateur. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment très utile ni très juste. Non, mais je pense pas qu'elle veuille incarner, elle veut pas devenir une maître à penser. Non, j'espère bien. Elle fait un constat en fonction de son expérience qu'elle a vécue. Oui, bien sûr. Et en plus, je suis pas en train d'idolâtrer ses propos, mais je trouve qu'elle est libre dans ses propos. Mais peut-être que on l'écoute finalement, on l'écoute. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on l'écoute. Peut-être que son message pessimiste est juste de dire aux autres, gagner en légèreté, quoi. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Ça, en revanche, en légèreté, en vérité, en sincérité. Et d'ailleurs, personne ne lui enlève ça. Personne ne lui enlève ça, y compris ses opposants les plus farouches sur le plan politique, dont je suis éventuellement, même si c'est pas du tout mon ennemi premier. Mais elle incarne toujours cela, je suis bien d'accord. Non, mais absolument, mais j'approuve pas du tout ce qui est dit à 100%. René Chiche, alors que vous avez la parole, vous avez une pensée pour les otages du Hamas qui n'ont pas été libérés. J'avais pensé faire quelque chose de festif, mais finalement, en cette période de fête, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on pense encore à ces otages de Gaza. Alors bien sûr, il y a 129 otages encore. D'ailleurs, j'ai une
penser, comme vous tous j'espère, aux deux petits-enfants, Kfir et Ariel, qui ont 11 mois et 4 ans, qui sont otages depuis le 7 octobre, avec leurs parents. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas s'ils sont encore vivants ou pas. Mais j'aimerais aussi, bien sûr, au-delà des 129 otages, qu'on ait aussi une pensée quand même en donnant leur nom pour une fois, parce que, oui, j'ai bien noté, parce que je voulais quand même être précis, donnant le nom de ces 3 otages quand même, soit franco-israélien, soit franco-mexicain. Parce qu'on ne dit pas vraiment leur nom ouvertement. Et là, on pourrait les dire tous les jours, pourquoi pas. Il s'agit quand même, on a une pensée pour Orion Hernandez Aradou, qui a 32 ans, qui est père d'une jeune enfant, et qui d'ailleurs était le compagnon, de la fameuse germano-israélienne, qui est devenue un peu le symbole, qui a été mutilée, massacrée, Shina Louk. C'était son compagnon, quoi, son ami. Il faut aussi penser à un autre otage, je vais essayer d'être bref, excusez-moi, Hafez Kelderon, qui est quelqu'un de 52 ans, dont les 2 enfants ont été libérés, et aussi à Ohad Yahalami, qui est le père du fameux petit Ethan, qui a été libéré. Il faut penser à eux, parce qu'on est en période de fête, et aussi avec un peu de recul. Bien sûr que j'ai aussi bien sûr de la compassion, et c'est réel pour tous les morts palestiniens qui sont des victimes, quoi qu'on dise, innocentes. Je ne parle pas bien sûr des dirigeants islamistes terroristes du Hamas et les guerriers du Hamas, si on peut appeler ça des guerriers. Mais il faut quand même pas oublier que si le 7 octobre le Hamas n'avait pas déclenché cette horreur, on n'en serait pas là. Et bien sûr, je vais peut-être dire encore quelque chose aussi d'un peu de commun. On sait que c'est l'Iran qui a fomenté tout ça, on le sait. Pourquoi ? Pour torpiller les accords avec l'Arabie Saoudite. N'oublions pas qu'Israël a des accords de paix avec 5 États arabes. Donc comme quoi, on peut être en paix avec des États qui respectent un autre État qui ne veulent pas détruire. Israël serait prêt à signer un accord avec l'autorité palestinienne, par exemple. Et dernière chose, et je termine, n'oublions pas, on ne le dit jamais dans les médias, qu'il y a aussi en Israël, on l'oublie, 300 000 déplacés ou réfugiés à l'intérieur du pays, qui ont quitté leur région, soit dans le sud d'Israël, soit dans le nord, en raison des roquettes, soit du Hezbollah, soit du Hamas. Donc ce sont des familles, des gens aussi, qui sont déplacés. Les enfants ne vont plus à l'école, ils ne vont plus au travail, ils sont dans des hôtels. Le système israélien est à 90% rempli par les réfugiés israéliens. Et ça, je trouve que dans les médias, on n'en parle jamais. Tom Conan. Alors, du coup, sur ce sujet, c'est très bien, effectivement, de penser aux otages. Je suis assez d'accord sur le fait qu'en effet, s'il n'y avait pas eu le pogrom du 7 octobre, il n'y aurait sans doute pas eu cette escalade de la violence. Ça, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, aujourd'hui, les Palestiniens sont aussi, en tout cas, les réfugiés devenus des sortes de réfugiés d'une certaine façon dans leur propre sur leur propre terre, on pourrait dire. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, tant les Américains que le gouvernement israélien, finalement, ne favorisent pas, semble-t-il, la solution à 2 États. Alors, vous savez, dernière chose, pour les réfugiés de Gaza, justement, les réfugiés de Gaza, où est la solidarité des pays arabes ? J'en ai déjà parlé ici une fois avec Elisabeth Lévy. Où sont tous les pays arabes qui pourraient, accueillir le temps qu'il faut certains réfugiés gazaouis? Il n'y en a aucune solidarité. Mais René, j'ajoute à votre sérieusement, c'est-à-dire à la gravité de votre propos, j'ai été très frappé par quelque chose qui montre qu'Israël est une démocratie. Quand ils ont commis, par exemple, cette erreur tragique, et d'après Jean-Michel Fauvergue, inévitable dans une guerre comme celle-là, en tuant 3 otages, on a vu comment ils ont admis la réalité de leur responsabilité. Et les prisonniers du Hamas ne sont pas exécutés, ils sont arrêtés. Allez, merci beaucoup René Chiche pour ce sujet important. Avec vous Tom Conan, on parle de quoi dans un instant ? Alors on va parler d'un prêtre qui va démissionner parce qu'il est papa. Il est heureux papa. Enfin, une bonne, jolie nouvelle. On en parle dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h. C'est vendredi, tout va bien. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Vous mangez de la bûche, vous, à Noël ? J'adore. Non ? Vous aimez la bûche ? Non, j'aurais autre chose, je crois, mais pas de la bûche. Je trouve que c'est un peu épais. Très bon. Ça dépend laquelle, vous connaissez pas la bûche de ma mère, ça se voit. C'est vrai, moi j'aimerais bien la goûter, la bûche de votre mère, parce que moi j'aime pas les bûches. Non, je crois que c'est un Mont Blanc. C'est grave, c'est lourd. Non. Si j'ai bien compris, Cécile, vous parliez de la bûche de Noël, ma mère. Mais attendez, mais c'est drôle. Excusez-moi, on peut la couper au montage ? Ah, on est en direct. C'est vrai, dommage. Sinon, on l'aurait enlevé tout de suite. Je salue Madame votre mère, que j'ai pas le plaisir de connaître. Elle est top.
J'ai une mère formidable. C'est pour ça qu'elle va bien. Et puis on salue Noël, ma mère aussi. Surtout qu'on parlait de Bègle, il a été maire de Bègle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, exact. Il a même marié deux hommes. On y va quand vous voulez. Oui, hein. ouais, Sinon, vous faites une pause, vous allez à la cafette et tout va bien. Sinon, ça va, vous, Philippe? Bah écoute, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as acheté pour le réveillon, Tom? Monsieur Tom Conan, sur ce tour de table de l'actu des vraies voix, vous vouliez revenir sur ce prêtre lyonnais qui a démissionné car il va bientôt être papa. Donc un prêtre, tout ce qu'il y a de plus catholique a priori, hein, donc Laurent Julien de Pomerol, hein, ça ne s'invente pas. Donc le prêtre de la Croix-Rousse, donc qui en a fait l'annonce à ses fidèles donc lors la messe dominicale. Donc dans sa paroisse, l'homme était plutôt apprécié, donc ça a été salué, mais il y a quand même une certaine gêne, parce que je rappelle pour ceux évidemment qui le sauraient pas que effectivement les prêtres catholiques font vœu de chasteté, donc sont théoriquement pas en mesure. Ils font pas vœu de chasteté, ils font vœu de célibat. Ce sont les sœurs qui font vœu de chasteté. Ok, effectivement, oui, de célibat. En effet, il y a une petite nuance. Bon, en tout cas, il a annoncé donc devenir papa à ses paroissiens. Or, effectivement, j'ai l'impression qu'on ne devient pas papa sans avoir violé le vœu de célibat. Ah, vous nous avez fait peur. Vous avez fait un trou là dans la phrase. On a un blanc. Non, mais violer, c'est le sens du droit. Violer les règles. Si en ce moment c'est un peu compliqué, donc rapprochez les mots le plus serré possible. C'est le terme peut-être plus approprié. Toujours est-il que donc ce prêtre, en effet, a un petit peu relancé le débat sur la question du célibat des prêtres, en tout cas des prêtres catholiques, effectivement, et des personnes sont exprimées, ont été interviewées un petit peu dans cette région, et certains ont pensé qu'effectivement ça pourrait être éventuellement un exemple pour dire que là, ce prêtre pourrait finalement continuer à exercer ses fonctions, il n'aurait pas dû démissionner si effectivement ils avaient la possibilité de pouvoir se marier comme des pasteurs, par exemple. Donc il a mis le petit Jésus dans la crèche. Voilà. Non mais honnêtement, c'est quand même une vraie question parce que moi personnellement, à titre personnel, j'ai toujours pensé que c'était absurde. Je sais qu'il y a une justification, mais beaucoup de gens, même de culture catholique, moi c'est pas trop mon cas, mais ont toujours pensé que c'était absurde. Et je pense que là, cet exemple l'illustre assez bien. En plus, c'est un prêtre qui était apprécié. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait démissionner? Et en plus, il y a une crise des vocations. C'est un maître de conférence sur un autre média qui le précisait. C'est la vraie question de dire, est-ce que la sexualité est l'équilibre de l'homme avec un grand H? C'est ça aussi peut-être. Bien sûr, oui. Philippe Bilger, comme chantait Sardou il y a 50 ans, ah bon Dieu, si on était deux. Voilà un prêtre qui a transgressé, Tom, un engagement fondamental. Il le fait d'une manière honnête puisqu'il a eu des relations, il a un enfant. Je sais bien qu'on me donne toujours l'exemple des protestants. J'avoue que si je n'avais pas perdu l'habitude de me confesser parce que ce serait trop long à l'heure actuelle, eh bien, je n'aimerais pas confier mes secrets intimes à quelqu'un qui, par exemple, viendrait de s'engueuler avec son épouse. J'ai besoin de croire au moins à une forme d'innocence absolue quand je vais voir quelqu'un à qui je confie des secrets capitaux. René. Non, mais je trouve que c'est un curé qui a voulu montrer qu'il en avait sous la soutane, quoi. Hein, donc il a, donc. Et voilà. J'ai vraiment élevé le débat. Excusez-moi, on m'a dit d'être bref. Je suis bref. Non, mais c'est très étonnant quand même ce que dit Philippe. Parce que, alors c'est intéressant, mais tu considères effectivement que donc finalement l'innocence, elle est violée. On pourrait dire encore une fois, elle est. Ça me gênerait. Ça me gênerait. Excusez-moi. Mais quel rapport en fait? Philippe, attendez, vous permettez? C'est-à-dire que lorsqu'on va, comment dirais-je, il y a une pratique religieuse qui, à un moment donné, la neutralité vous fait que vous allez confier beaucoup de votre vie et que vous avez besoin de savoir que l'être qui vous écoute a une totale légitimité et crédibilité et n'est pas en train de faire le pot-au-feu, de coucher avec sa femme de toutes les manières possibles et s'engueuler. Non, mais attends. La quotidienneté délétère ne doit pas venir dans le confessionnal. Et on finira là-dessus, bien entendu. Puisque vous savez, le sapin de Noël de Sud Radio, forcément, il est encore là. Il est vaillant, vous savez. Il est énorme, avec des cadeaux partout. C'est fou, c'est incroyable. Et si on allait dans la Drôme, à Valence.
avec Frédéric. Frédéric. Bonsoir Frédéric. Frédéric, comment ça va? Vous vous souvenez du chiffre que vous avez donné, Philippe Bilger, tout à l'heure? Moi, j'ai donné un chiffre. Oui, sur le Xème appel au standard, on a dit combien? C'était pas le 19. C'était le 19. 19. C'était le 19e appel au standard, parce que je suis en train de vérifier dans recompter. 1, 2, 3, 4, 19, c'est bien vous, Frédéric. Voilà. Ah, super. Bon, je suis content. Frédéric... Ça fait plaisir déjà d'être avec vous à l'antenne, c'est génial. Eh ben, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Je travaille dans les assurances. Ah, j'ai cru que vous alliez me dire chez les impôts, j'ai eu peur. Ah oui, non. J'ai failli raccrocher. Là, ça y est, je suis en vacances depuis 2 soirs. Non, je plaisante. Vacances, alors. On regarde ce que vous avez gagné, on écoute. Allez, ok, c'est parti. Et comment vous dire, Frédéric, que vous êtes extrêmement chanceux? Je vous explique. Écoutez bien, asseyez-vous, je pense que ça va vous faire un petit peu tout drôle. Votre séjour dans la féerie de Noël au parc Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants, comprenant donc les entrées au parc, pour 2 jours, l'accès au spectacle nocturne et votre nuit d'hôtel avec les petits déjeuners. Si ça, c'est pas la magie de Noël. C'est magique. Franchement, merci beaucoup. Bravo. Bravo. Sud Radio, il n'y a que vous pour nous faire des aussi beaux cadeaux. C'est génial. Franchement, la petite famille, on va être heureux. C'est top. Et je trouve que dans ses propos, Frédéric, il assure. Ouais. On a des auditeurs extrêmement sympathiques. Ouais. Il le mérite. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur de vous faire plaisir. Super. À 2 jours de Noël. On vous souhaite un très très joyeux Noël. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous. On vous embrasse. Embrassez toute votre petite famille. Et puis à bientôt. Et envoyez une carte postale. Et à très vite. Profitez bien. Et justement, on parle de fête de fin d'année. C'est peut-être malheureusement le retour, ou en tout cas des polémiques autour de Noël. Le coup de projecteur dans un instant des vraies voix. Noël représente pour vous finalement, est-ce que c'est une fête religieuse, une fête commerciale, une fête culturelle, ou peut-être rien, Philippe, par exemple? Eh ben oui, on vous pose cette question. Tiens, est-ce que pour vous, Noël, c'est devenu plus les sapins et les cadeaux que la messe de minuit? Est-ce que vous pensez quelque part que Noël, ça a changé, c'est plus culturel que cultuel? Est-ce que pour vous, Noël est une fête religieuse? Vous dites tout à 55%, une fête commerciale à 10%, une fête commerciale à 30% et rien à 5%. Et Richard Fremder est avec nous, historien et journaliste. Bonsoir Richard Fremder. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très en retard. Très rapidement, est-ce que Noël est une fête chrétienne ou païenne? C'est, on va dire, une fête chrétienne depuis 1500 ans. Voilà, pour faire très simple et très synthétique, c'est-à-dire qu'avant, en fait, bien avant la religion chrétienne, c'était le culte de Mitra qui était un peu partout, on va dire très indonésien, indo-européen, et c'était les Hittites, c'était la Perse, c'était l'Empire romain évidemment, et donc on sacrifiait, si vous voulez, une sorte de culte, un peu comme Isis, etc., une sorte de mystère, on sacrifiait un taureau. Eh ben, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bon baiser de Fort-de-France. Ce soir, on passe à la télé. C'est vrai que c'est bon pour le moral, la compagnie créole. C'est vrai, c'est bon pour le moral. Bon, si vous voulez pas qu'il pleuve, on va arrêter. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h ce vendredi, la dernière émission de l'année 2023. Ça a été un plaisir en fait de passer cette année avec vous, Philippe David, Philippe Bilger et puis toutes nos vraies voix du jour en tout cas. Et Tom Conan est avec nous et René Chiche aussi. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les vacances de Noël débutent donc ce soir, vacances d'hiver, disent certains, pour éviter toute connotation religieuse ou au nom de la laïcité. Pour autant, avant la nativité chrétienne, des fêtes païennes célébraient déjà le solstice d'hiver avant notre ère, période de retrouvailles et de chaleur dans une saison froide devenue un rendez-vous commercial selon certains. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Noël est une fête religieuse? Vous dites tout à 55%, une fête commerciale à 10%, une fête culturelle à 29% et rien à 6%. Ah d'accord.
Ok, bah vous arrêtez net. Non, comme j'ai ça, fait, c'est faux, j'ai c'est fait plus court, comme on n'a pas beaucoup de temps. Pardon, excusez-moi, faites-moi signe la prochaine fois. Et notre invité est avec nous, Richard Fremder, historien et journaliste. Bonsoir Richard Fremder, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, j'ai assez peu de doutes. Pour vous, c'est religieux, commercial, culturel, un peu de tout. Chacun son avis. Pour moi, ça devrait être clairement une fête religieuse, même si j'ai conscience de participer moi-même à ce caractère commercial. Cela fait un nombre d'années que je dis à mes enfants, mes petits-enfants, c'est scandaleux cette gabegie, et j'y participe tout de même. Mais plus profondément, je suis frappé de voir aujourd'hui à quel point il y a une forme de sadisme délétère à l'encontre de tout ce qui constitue nos traditions fondamentales. Et si j'ai une seconde, ma chère Cécile, j'ai entendu ce matin Céline Pina dire quelque chose à Patrick Roger en rappelant qu'une compagnie arabe avait fait une publicité en montrant une lumière avec un renne tirant un traîneau, Merry Christmas. Et donc le paradoxe, c'est qu'ailleurs, on continue à célébrer Noël, mais chez nous, on considère presque que c'est réactionnaire de le dire. René Chiche. Alors, à titre personnel, ce n'est pas une fête religieuse, parce que je ne suis pas catholique, mais je reconnais bien sûr la primauté quand même que c'est une fête religieuse, sans problème. Mais c'est une fête, Moi-même, quand j'étais... Vous oui, mes parents, qui sont pourtant des juifs traditionnels, nous faisaient un petit sapin, parce que le sapin, c'est pas quelque chose de religieux. C'est vrai, tout comme le Père Noël, etc. Et alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que je connais des familles juives qui font un sapin et qui mettent au-dessus du sapin une petite toile de David. C'est pour vous dire qu'il y a un côté à la fois festif et je dirais un peu d'intégration quoi. En même temps, c'est assez drôle. Mais en fait, je pense que c'est un mix, voilà, exactement. Mais tout ce qu'on a dit, l'aspect religieux, commercial, etc. En fait, c'est tout ça à la fois. Les gens se sont appropriés cette fête, les marques aussi se sont appropriées fortement cette fête, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la dimension économique est quand même assez puissante. En tout cas, c'est celle qui est la plus présente dans l'espace médiatique, culturel, parce qu'effectivement, des acteurs entre guillemets ont les moyens et ont intérêt surtout à remplir leur caisse pendant cette période de l'année qui est souvent, comme vous le savez aussi, la manière pour même les petits commerces évidemment de se reconstituer une trésorerie parfois pour 6 mois de l'année. Donc évidemment tout ça joue forcément dans la balance. En revanche, moi je pense que la résistance, si j'ose dire, à cette espèce d'oppression commerciale et cette transfiguration, on pourrait dire, de l'esprit de Noël, en fait c'est par exemple tout simplement éviter d'acheter à cette période-là. Par exemple, si on veut faire des cadeaux, on les fait au 15 janvier, qu'est-ce que ça change? Après il y a les soldes qui arrivent, il semblerait. Donc comme ça on se réapproprie, on pourrait dire, une vision un peu plus morale, philosophique. Oui, c'est triste. Je trouve pas ça forcément triste. Non. Pas marrant. Richard Fremder est avec nous, historien et journaliste. Est-ce que finalement c'est dommage de perdre cette image du joyeux Noël? Ce que je dirais, j'ai pas l'habitude de citer Lénine, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. C'est-à-dire que ça fait 15 siècles, 1500 ans que, en fait, Noël est chrétienne. En 1525, c'est l'empereur Théodose qui fait de Noël une fête exclusivement chrétienne. En 506, Noël devient obligatoire. Et en 529, le 25 décembre est déclaré jour férié. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut, et c'est vrai qu'effectivement, de tout temps, la religion change. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le sujet, même les prêtres maintenant vont avoir des enfants, mais ça se faisait avant. Il y avait même des papes qui étaient papes de père en fils. Absolument. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout avance, tout change. Malgré tout, les faits sont là. Je trouve qu'un truc qui est très un truc qui est très juste, je trouve, dans la période actuelle, et on le sent à chaque fois pendant les périodes des fêtes, c'est une certaine douceur qui se développe un peu dans l'esprit des gens, dans la psychologie des gens. Vous ne trouvez pas que les gens sont un peu moins agressifs pendant quelques semaines, et ça vraiment on en bénéficie tous. Vous parlez des vraies voix? Oui. Je parle de tout le monde en général. Non mais c'est vrai, dans la manière dont les gens allez-y, Philippe. Je voudrais demander à notre Richard Fremder. Tout de même, pourquoi, à votre avis, ce besoin de mettre en doute, en cause, voire de chercher à détruire une tradition qui ne fait de mal à personne? C'est cela que je ne parviens pas à comprendre. Et évidemment, il y a des réformes nécessaires. On peut répudier des pratiques odieuses. On peut considérer que des traditions sont encore en partie délétères, mais
qu'est-ce qui, à votre avis, fait que dans notre société, quelque chose qui était en gros unanimement considéré, et comme le dit très bien Tom à l'instant, qui était d'une certaine manière porteur de béatitude et de tranquillité, est profondément battu en brèche? Pour vous répondre, je répondrais peut-être la même chose à un Romain qui m'aurait posé la question il y a 1500 ans. Comment ça se fait qu'on change? Je pense que c'est... Vous savez, c'est les cultures comme ça qui vivent et qui meurent, c'est les sociétés qui vivent et qui meurent. 1500 ans, c'est énorme. On voit un recul de la religion chrétienne qui est de moins en moins vivace. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de prêtres, de moins en moins de vocations, etc. Parallèlement à ça, il y a d'autres cultures plus vivaces, plus jeunes, parce que certaines ont 600 ans de moins, donc elles sont beaucoup plus jeunes, et qui, elles, sont beaucoup plus vivaces. La religion chrétienne, au départ, était une religion pour les pauvres, une religion simple, facile à comprendre, qui était accessible à tous, contrairement à celle des Romains qui était compliquée. Et on voit aujourd'hui, quelque part, que d'autres religions sont accessibles plus facilement, plus simples. Et peut-être qu'on peut se poser plein de questions. Hein. Richard Fremder, est-ce que quelque part aussi, quand on va en Extrême-Orient, il y a des arbres de Noël partout à cette période de l'année, même en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, est-ce que, où il n'y a pratiquement pas de chrétiens, est-ce que quelque part, c'est pas une fête qui est devenue la grande fête planétaire, du commerce et des cadeaux? Si, bien sûr, c'est le capitalisme tel qu'on le connaît, mais depuis le 19e siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les jouets sont devenus plus abordables pour les enfants, bah forcément, on en fait, on en vend, on en achète, plus de gens l'achètent, etc. C'est l'industrie, et c'est ça, mais c'est le monde entier, c'est la mondialisation. Alors, voilà, outre le côté festif, c'est que moi, je connais des catholiques qui, eux, vont à l'église à Noël, parce que c'est quand même la grande fête. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de catholiques qui ne vont pas à l'église, qui font Noël, mais sans aller à l'église. Et malgré le fait qu'on ait mis la messe de minuit, souvent à 18h. Oui, absolument, en plus. Alors c'était tellement bien à minuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est compliqué, c'est perte de foi, perte de repères. On est une société aujourd'hui qui est de plus en plus exactement ce qui s'est passé juste avant la Révolution française d'ailleurs, où il y avait où on perdait la religion par rapport à toute on va dire la science. La science avait pris le pas sur la religion. Ben aujourd'hui, vous avez la technologie qui a pris le pas sur la religion et sur la science, etc., etc. La religion baisse de plus en plus et partout. Absolument. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est que de la même manière que pour d'autres types d'événements, c'est parce qu'il y a eu ce succès incroyable des fêtes de Noël avec différentes appropriations qu'effectivement c'est devenu mainstream et donc finalement ça a perdu de sa superbe. Prenez par exemple la même chose. Qu'est-ce que font toutes les marques maintenant pour le Pride Month, vous savez le mois LGBT pour célébrer les droits LGBT. Comme maintenant chaque marque a son petit drapeau, sa petite campagne, etc. Oui. Ça n'a plus vraiment de signification. J'ai l'impression que Noël, ça devient un peu ça aussi. Tellement ça a été partout. C'est ça, le Black Friday. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup en tout cas Richard Fremder, un historien et journaliste. Ça vous embête si je vous souhaite un joyeux Noël? Oh ben non, au contraire. Joyeux Noël alors. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.